Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Tarotor. Exceptionnellement, pour ce début d'année, je me suis rendu dans la belle ville de Lille pour rencontrer mon invité. Et c'est dans les locaux chaleureux de la librairie des 4 chemins que j'ai pu faire mon interview dans les meilleures conditions. Comme à chaque fois, nous allons suivre le parcours de mon invité au travers de 12 questions reposant sur le monomythe de Joseph Campbell, une structure narrative ayant inspiré la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous faire découvrir mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot au hasard pour l'inspirer et le guider dans sa réponse. Pour ce nouvel épisode, je vais vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré à ce qui me semble être une toute autre époque, alors que je découvrais tout juste le mouvement steampunk. Et comme mon invité s'y connaît bien mieux que moi sur le sujet, je le laisserai vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Mais en attendant, laissez-moi vous présenter Arthur Morgan. Bonjour, je suis Arthur Morgan et je suis un auteur, blogueur, podcasteur, principalement dans les domaines du steampunk et un petit peu de la Gaslamp Fantasy. S'il est surtout réputé pour avoir participé à la création de la plus grosse communauté steampunk en France, au travers du site French Steampunk, il est également l'auteur de l'ouvrage de référence Le Guide du Steampunk, ainsi que d'un roman de fiction, La France Steampunk. Enfin, il anime régulièrement des conférences et surtout le podcast La Minute de Monsieur Morgan. Comme on risque d'en parler beaucoup, j'ai demandé à Arthur de nous donner sa définition du steampunk. Moi je fais du steampunk et de la Gaslamp Fantasy. La Gaslamp Fantasy c'est très simple, on prend le 19e siècle et on va y mettre des créatures fantastiques. En gros c'est ça, je fais de la magie, etc. Et je fais aussi du steampunk, j'ai découvert le steampunk il y a une vingtaine d'années. Le steampunk c'est quoi ? C'est un mouvement littéraire qui est né dans les années 80 et qui vient imaginer le passé comme si la technologie était arrivée bien avant. Donc on a des machines, on a cette esthétique de la révolution industrielle, ce setting très imprégné de 19e siècle, et on va y rajouter de la technologie, donc des ordinateurs à vapeur, des robots, et ça va nous permettre aussi de questionner notre période actuelle où on va parler de pollution, de la place de la femme, de la place de l'homme au milieu de toute cette technologie, etc. Et pour l'inspirer, c'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers le Steampunk Tarot de Barbara Moore et Ali Fell. C'est un jeu dont j'adore le style graphique. L'illustrateur, Ali Fell, a bien su donner vie à l'univers steampunk avec ses teintes marron et dorées, mais aussi l'esthétique 1900 et les détails industriels. On notera aussi de petites touches d'orientalisme assez bienvenues. Pour les interprétations, on se retrouve face à une adaptation assez classique du tarot Rider-Waite façon steampunk. Niveau conception, c'est un jeu mass market de bonne qualité. Pour une trentaine d'euros, vous aurez droit à un beau coffret bien rigide et aimanté et un livret épais. Les cartes ne sont pas très épaisses, mais suffisamment pour être solides et se manipulent bien. Le livret est très complet, il faut dire que Barbara Moore est une spécialiste qui a plusieurs jeux à son actif. On y trouve des définitions du steampunk et du tarot, ainsi que l'intérêt de mélanger les deux. Évidemment, on pourra y lire des explications complètes pour toutes les cartes, mais aussi plusieurs types de tirages. Ce gros livret est un énorme plus du jeu, même s'il est malheureusement entièrement en anglais. Si vous êtes sensible au steampunk, ce deck me semble inévitable. Mais maintenant, voyons ce que le Steampunk Tarot va nous dévoiler de l'histoire d'Arthur. Hop, le soleil. Je vois 2 jeunes gens et un Westie qui dansent au milieu d'un champ de fleurs, mais ces fleurs poussent sur une machine qui fait plein de fumée étrangement verte. Ça ressemble aussi à une sorte de roman de Dickens, un peu steampunk, avec toutes ces machines, et puis les personnages qui ont un chapeau haute forme, notamment le jeune homme qui a un chapeau haute forme tout rabougri. Ça m'évoque des gens qui dansent au milieu de machines, et pourtant cette machine a l'air de produire une fumée plutôt toxique, et la nature arrive quand même à pousser au-dessus, ce qui est un signe d'espoir pour notre futur, j'ai l'impression. Le soleil est la carte de l'accomplissement et de la joie. C'est une carte très positive qui évoque la lumière en nous ainsi que celle qu'on peut faire rayonner sur le monde. Elle peut aussi être la représentation d'une figure paternelle absente ou idéalisée. Moi je viens du nord de la France, donc le soleil on connaît plus ou moins. J'ai fait des études d'anglais, puis j'ai eu beaucoup de métiers, hein. J'ai été libraire,
J'ai travaillé dans la grande distribution, etc. avant de faire du steampunk. Et en fait, moi, j'ai rencontré le steampunk quand j'étais prof en Angleterre. Là aussi, un endroit où le soleil brille de mille feux. Et c'est intéressant, j'évoquais Charles Dickens tout à l'heure. En fait, j'habitais dans une ville qui s'appelle Rochester et qui était très inspirée de Dickens. Dickens a vécu là, il y avait un musée autour de sa maison. Et quand je rentrais de France, j'arrivais le soir, je voyais ces rues pavées et toute cette brume, c'était vraiment génial. Voilà, le monde ordinaire, je ne sais pas vraiment ce que c'est parce que je suis quelqu'un qui est très très habité de littérature, qui a un imaginaire hyper développé. J'aime bien repeindre l'univers que je vois avec des créatures. Quand je me balade en forêt, j'imagine des elfes, des trolls, etc. Donc, je pense que cette carte signifie que c'est cet imaginaire en fait qui est le soleil pour moi et qui vient un peu illuminer, faire pousser, faire germer des idées au milieu de l'univers bétonné dans lequel je peux vivre aujourd'hui. Le chariot. Je vois une jeune femme en tenue d'aéronaute qui porte un parapluie bleu étoilé. Elle est sur un chariot, un peu un chariot romain, qui est tiré par des... je sais pas ce que c'est des créatures métalliques qui ont de la fumée qui sort par les naseaux, et elle est sur une sorte de fumée. Alors c'est vachement impressionnant parce que c'est très noir derrière. Ça m'évoque un super roman de Mathieu Gabory, de la série Bohème. Et en fait, ça se passe dans un univers qui est très sombre avec l'écrime qui recouvre tout. C'est une substance poisseuse qui vient éroder tout ce qu'elle touche. Et donc, au-dessus de cette mer d'écrime, il y a des sortes de plateformes, comme des plateformes pétrolières qui sont tenues par des barons. Et un jour, un dirigeable vient s'écrouler, il faut aller de l'autre côté de l'écrime pour aller rechercher sa cargaison. Et en fait, le personnage principal est une avocate duelliste qui ressemble, dans mon imaginaire, beaucoup à ce personnage. Le chariot est la carte de l'action par excellence. Elle incarne la fougue arrogante de la jeunesse. L'arcane symbolise une force que rien ne semble capable de pouvoir arrêter, une détermination et un esprit de conquête aussi séduisant qu'inquiétant. C'est la carte de la détermination et du succès, mais elle peut aussi plus simplement évoquer un voyage à venir ou un amant entreprenant. Ah bah, on est tout à fait dans l'insouciance. Comme beaucoup de gens, je suis tombé dans le steampunk par hasard et ça m'a parlé tout de suite. On reviendra peut-être après sur comment j'ai découvert, mais ça m'a parlé tout de suite. Je vivais imprégné du 19e siècle, et moi j'adorais aussi la littérature fantastique du 19e. Et je lisais aussi en même temps beaucoup de fantasy, particulièrement de la fantasy française. Et puis quand je suis revenu en France, j'ai découvert qu'il y avait par hasard une production française, et par hasard j'ai ensuite découvert que les prémices de l'association French Steampunk allaient commencer. Et puis donc j'ai totalement arrêté toute ma partie blogging à l'époque où j'avais lancé un petit blog sur le steampunk que francophone, et je leur ai dit ben voilà, on va faire un site culturel. Voilà, mais tout ça s'est fait presque par hasard. C'est la vie qui nous apporte des choses sans qu'on le cherche vraiment. Et exactement pareil que pour les romans. C'est arrivé comme ça, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes, et puis voilà, un éditeur a dit ce serait pas mal de faire ça, de faire ce premier livre, et puis donc on est parti. Donc vous voyez, un côté vachement insouciant, mais c'est vachement insouciant dans tout ce que je fais aujourd'hui créativement en fait. La troisième lame, eh ben, le valet d'épée. Bah c'est marrant, on parlait de l'avocate duelliste juste à maintenant. Donc là, on a encore une figure féminine militaire qui tient une épée avec cette cape là qui vole un petit peu au vent, et derrière elle, il y a
une montgolfière. J'ai l'impression qu'elle est bien posée sur ses pieds. Ça m'évoque plein de choses. Bon, encore un petit peu ce Mathieu Gabory, mais on va pas parler de Mathieu Gabory tout le temps, quand bien même c'est vachement bien. Ça m'évoque aussi un petit peu les voyages extraordinaires de Jules Verne. Ça m'évoque oui, le voyage, l'aventure, tout ce qui me parle aussi dans le steam, quoi. La famille des épées fait référence à l'intellect. Le valet est la figure de l'initiation. Il découvre tout juste les valeurs de sa famille. Le valet d'épée évoque ainsi un étudiant ou un inventeur, quelqu'un en apprentissage ou qui vient d'innover. La carte peut aussi faire référence au manque de confiance et à un besoin de persévérer pour s'accomplir. Pour moi, au départ, on m'a tendu ce comics qui s'appelait Steampunk. C'était un bordel monstre. Je l'adore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut vraiment farfouiller tous les détails et tout. C'est pas simple à suivre. Mais voilà, c'est ce qui m'a mis le pied dans le steampunk. Et puis après, je suis tombé sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore. Je parle bien de la bande dessinée, pas du film, on est d'accord. Et puis après, je suis revenu en France et j'ai mis tout ça en stand-by parce que mon truc à moi c'était la fantasy. C'est qu'après où je me suis dit que je pouvais m'amuser un petit peu avec ça. J'ai pas vraiment eu de refus. Je suis curieux de beaucoup de choses. Et donc voilà, par contre la partie vraiment mise en place du corpus intellectuel, mise en place de l'histoire du steampunk et les bases de la recherche, c'était vraiment à cette époque-là, quoi. Quatrième lame, hop, The Lovers, les amoureux. C'est marrant, ça m'évoque plein de choses. Donc cette carte, on a un jeune couple qui se tient la main, plutôt un jeune couple de bonne société, avec au-dessus une demoiselle, un ange qui a une auréole et qui tient ses mains comme ça. Elle aussi en corset. Alors derrière le jeune homme, on a une machine. Qui ressemble à un lampadaire, qui fait de la lumière. Et derrière la jeune femme, il y a un arbre avec des fleurs qui ont l'air aussi d'irradier la lumière. Alors le jeune homme lui me fait penser tout de suite à Jonathan Harker, donc Keanu Reeves dans les Dracula de Coppola. Et la jeune femme me fait penser à Vanessa Ives dans la série Penny Dreadfuls. Voilà, elles ont les costumes. L'ange au-dessus, qui a une sorte de carré comme ça, me fait penser à Amun Aptra dans La Momie, le film des années 90. Très bon film pulp qu'on regarde très souvent à la maison. L'amoureux, ou les amoureux dans le Rider-Waite, est une carte qui parle plus de l'amour propre que de l'amour en général. Il est question de faire des choix, de savoir qui on est vraiment, ce que l'on désire, afin de pouvoir se tourner vers l'autre en pleine conscience. C'est donc une carte de dualité, de dispute, de rapport à l'autre, mais aussi une carte de fratrie ou d'union. Sans hésiter, ma rencontre avec Étienne Barrier, qui avait déjà écrit un ouvrage sur le steampunk à l'époque. Ici, on est à la librairie des 4 Chemins, à Lille, et dans leur ancien bâtiment, en fait, en 2009, on a organisé ce qui semble être la première journée thématique steampunk, qui s'appelait la journée steampunk, pour laquelle on avait fait venir Étienne, qui venait de sortir son ouvrage qui s'appelait Steampunk, l'esthétique rétro-future au mouton électrique. Et c'est grâce à lui et aussi au libraire des 4 Chemins que j'ai pu aller un petit peu plus loin dans le steampunk. Et on a aussi fait venir Xavier Moméjean, qui est un auteur qui ne fait pas que du steampunk, mais qui est un auteur de la région, qui a aussi une aura nationale. Donc oui, mais ce qu'on appelle les sans qui rien ne se passerait. Je pense qu'effectivement, il y a Christophe de la librairie des 4 Chemins et Étienne Barrier, que j'ai rencontré à cette occasion, et qui, lui, m'a permis de passer du digital au livre. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je l'avais invité à tenir une chronique sur le site French Steampunk. Puis de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, on proposerait bien un petit guide steampunk à ActuSF. Alors, il y a effectivement Étienne. Et comme on parle des amoureux, il y a ma compagne Natacha qui elle, me pousse à aller plus dans le do-it-yourself et dans le costume. Maintenant, je sors de la littérature, je sors de l'étude culturelle, entre guillemets, pour aller dans une autre culture, qui est la culture du fait main, et je rencontre de plus en plus de personnes qui font vivre le steampunk de leurs mains, des costumiers, et c'est ces personnes-là que j'aime bien inviter également sur mon podcast.
Hop. La force. C'est une jeune femme accroupie avec des goggles qui soigne un lion au cœur de la forêt. Et alors au-dessus, il y a un signe infini luminescent rose qui semble irradier pas mal les lieux. Alors je sais pas ce qu'elle lui met, une sorte d'onguent, je vois pas très bien sur la carte. Ce lion me fait penser au personnage dans Narnia, qui pour le coup, des ouvrages que j'ai pas encore lus, mais qui me parle beaucoup parce que c'est un compagnon de route de Tolkien. Et cette jeune femme me fait penser un petit peu à Kaito, mais en blonde. Kaito qui est une des personnes qui a, au début des années 2000, pavé un peu la route pour le steampunk en costume. Voilà, c'est elle qui a posé les grandes bases, et qui a dit « éclatez-vous, faites ce que vous voulez avec le costume, les corsets c'est au-dessus, etc. » Assez ironiquement, la force est une carte très féminine. En effet, elle ne valorise pas une force brute et aveugle, mais bien la force morale, l'autodiscipline, le fait de maîtriser ses pulsions. C'est la carte du courage face à l'adversité, de la résistance au stress, mais aussi de la créativité et du début d'une nouvelle activité. Clairement, l'acte le plus impliquant pour moi, ça a été ma rencontre avec Franck, la compagnie Vatra, qui n'est plus la compagnie Vatra à l'époque, à la Cantada à Paris, en 2009. J'ai vu, en fait, sur le Facebook de French Steampunk, il y avait à peu près 300 personnes à l'époque, qui cherchaient quelqu'un pour leur faire un site internet pour la promotion de leur soirée. Et il s'avérait qu'à l'époque, c'était mon métier. Et donc je leur ai dit, voilà, on s'est rencontrés, on a bu quelques bières, et puis je leur ai dit, voilà, si ça vous dit, moi j'arrête mon blog, je vous monte un site internet, et au lieu de faire la promotion que de soirée, parce que moi à l'époque j'étais que dans la littérature, faisons plutôt un site culturel qui fera aussi la promo de vos soirées. Et à partir de là, j'avais mis un doigt dans un engrenage, j'ai envie de dire, Franck est aujourd'hui encore un ami, French Steampunk est un peu en stand-by, je veux dire le site internet, mais on verra ce que 2023 nous réserve. Mais voilà, c'est à ce moment-là où en fait je suis parti de mon petit truc à moi et j'ai croisé les prémices de la communauté française. La 6e lame, le 10 d'épée. Oula. C'est un paysage qui ressemble à Londres, on a l'impression de voir la cathédrale Saint-Paul derrière, et puis de voir Westminster là-bas au fond. C'est sur les toits de Londres, alors on ne sait pas si c'est le fog, si c'est le matin, ou si on est en 1666 avec Londres qui est en train de brûler. Mais au premier plan, on a cet homme qui est allongé par terre, qui semble être quelqu'un qui a dû travailler dans un bureau, parce qu'on a l'impression qu'il a un costume, avec sa petite valisette à côté, et il est transpercé d'une dizaine d'épées, et il est un peu allongé comme ça sur le sol. C'est un peu moi qui essaie de tuer le corporate qui est en moi pour partir à 100% dans le créatif. Comme je l'ai dit, ça m'évoque Londres que j'adore, qui est une ville pour moi géniale. Pour moi, j'adhère à quand tu es fatigué de Londres, tu es fatigué de la vie. C'est une ville qui se renouvelle tout le temps, qui n'a pas peur de faire cohabiter l'ancien et le nouveau. Et j'ai l'impression que Londres brûle, et Londres a brûlé en 1666, mais c'était aussi une façon grâce à Christopher Wren, le grand architecte, qui a replanifié tout Londres, une façon de se régénérer et de reconstruire Londres. Le 10 est un chiffre de transition. Le 10 d'épée est la carte de la dépression. Elle invite à se rafraîchir les idées sous peine de perdre l'esprit. Il est peut-être temps de penser avec son cœur également. Quand on entre dans une communauté, toutes les communautés, le monde associatif, c'est également le cas, il y a forcément des inimitiés, des gardiens du temple. J'ai pu bien sûr bénéficier de la formidable équipe de départ de French Steampunk, qui m'a permis à moi de m'épanouir et de m'éclater honnêtement dans une période où le steampunk n'était pas aussi foisonnant. Et donc on allait farfouiller, gratter, etc. Donc, voilà. Et on l'a fait grossir, et très très vite on est arrivé
On a rajouté un 0, on est arrivé à 3000, hein, maintenant on est à peu près à 29 000. Donc voilà, et ce soutien qui m'a permis effectivement d'aller plus loin. On a parlé d'Étienne également, qui lui était une sorte de figure presque paternelle. Quand on chroniquait des ouvrages et qu'on les aimait pas, j'ai soumis plus ou moins quelques critiques pour avoir son avis, sur savoir si on n'allait pas trop loin, etc. Parce que nous ne sommes pas des critiques littéraires, on n'a pas l'habitude. Et puis, ben voilà, bien sûr, des inimitiés. Alors, il y avait plusieurs associations, et donc c'était la guerre. Aujourd'hui, tout est apaisé, mais on a eu des moments de concurrence, de guerre, qui allons-nous, on va se placer ici, se placer là, bref. J'ai envie de dire du classique dans tout ce qui est communauté, quoi. Septième carte. La reine de Queen of Wands, la reine de baguette. Bâton, pardon. Oui, j'étais dans la baguette Harry Potter. On voit une jeune femme de la haute société qui chevauche un cheval. Donc elle est toute en tenue d'équitation, avec une cravache. Elle porte une sorte de voile en dessous de son chapeau. Un voile un peu sombre, elle a le regard très sombre. Et il y a une fleur dans la crinière du cheval. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que sur le plastron du cheval, le plastron ici, il y a une tête de chat ou de renard. Eh bien, ça m'évoque tous ces personnages féminins à la Jane Austen, ou qu'on retrouve dans les séries d'époque, notamment de la BBC, que je regardais quand j'étais jeune. La famille des bâtons est celle de la passion, de l'énergie. La reine est une carte de maîtrise, mais plus réceptive qu'active. Il ne s'agit donc pas de soumettre l'élément, mais de l'accompagner. Ici, la reine de bâton incarne le fait d'être séduisant, magnétique, de savoir se mettre en avant. Elle symbolise la confiance en soi, l'optimisme, le fait de voir le positif. Des sacrifices, quand on écrit un guide de découverte, il y en a toujours. Donc oui, on a dû sacrifier des choses, on a dû mettre d'autres choses sur lesquels on n'était pas forcément tous d'accord. Mais c'est la loi de la création, je vais dire. On doit faire deuil de pas mal de choses, mais en même temps, alors lors de la première édition du guide steampunk, pour le coup, c'était en 2013, il n'y avait pas encore grand-chose. On n'était pas dans le foisonnement. Donc en fait, c'était hyper intéressant, c'était de pouvoir aussi rajouter des petites choses qui aujourd'hui qu'on a retirées dans la nouvelle édition parce que ça est beaucoup moins steampunk que ça ne l'était à l'époque. Des renoncements un petit peu. Avec Étienne, on a eu la chance d'avoir à l'époque tout lu et tout vu. Donc la sélection des articles, la section de ce qu'on voulait mettre dans ce guide était assez simple. On avait une vision très large également, lui et moi, on a toujours cette même vision d'ailleurs, lui et moi du steampunk, qui permettait d'englober beaucoup de choses. Et surtout, on ne s'est pas positionné comme les gardiens du temple. Le steampunk, c'est pas à lui, c'est pas à moi, c'est à quiconque viendra y mettre sa petite pierre, ça n'appartient à personne. Ça a été plus compliqué pour la France steampunk, pour mon premier roman, que j'ai également coécrit avec Étienne, parce que là, on est plus dans l'analyse, on est dans la fiction. Et là, on place nos idées, il y a des choses qu'effectivement j'ai dû faire, qu'on a retirées. Et puis toute la fin du process de mise en place de ce livre, il y a des choses qui, moi, aujourd'hui, me plaisent pas tant que ça, mais bon, c'est quand même un superbe ouvrage. Et puis là, c'est l'époque où mes enfants sont arrivés dans ma vie, et quand on a des jumeaux, toute notre vie est chamboulée. Et donc, j'ai pas pu participer comme je voulais à 100% sur la fin de la lecture, les dernières lectures de cet ouvrage. Ouh, Gandalf, l'ermite. Alors, on a toujours, au fond, Londres, qui a pas l'air de brûler cette fois-ci, on est plutôt dans le fog, mais c'est un brouillard un peu jaune, laiteux. On a cette personne qui a l'air d'être peut-être un peu un errant, un clochard, avec ses habits tout défraîchis, qui marche avec une canne sur un tas de débris. On y voit des engrenages, on y voit des pièces d'horloge.
Il a une canne avec lui aussi des engrenages, il porte une grande barbe, c'est pour ça que j'ai dit oula Gandalf. Et il a également une lanterne qui semble être électrifiée, il y a des éclairs qui en sortent. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a de la connaissance et qui, grâce à sa lanterne, vient un peu guider les habitants de Londres. L'ermite évoque une figure sage qui nous guide dans l'obscurité. Une carte de crise, elle parle d'un voyage intérieur et du fait de se confronter à ses propres ténèbres. L'ermite peut autant faire référence à la solitude et l'isolement qu'à un mentor qui vous aide à surmonter une épreuve personnelle, ou au contraire, elle peut rappeler un père absent ou froid. Le premier contre-coup a été que malheureusement cette fiction n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné comme on le voulait. Il y a 10 000 raisons à cela. Voilà. Et ça a été un petit peu un coup dur, et aussi le fait que aujourd'hui je sais que j'ai un vrai trouble de l'attention qui m'a fait accepter beaucoup de projets et qui a fait que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ces projets. J'ai eu beaucoup de contre-coups à ce niveau-là, mais je me soigne et tout va mieux. Les choses prennent toujours du temps. Suite à la sortie de ce livre, effectivement, j'ai accepté beaucoup de choses que j'aurais pas dû parce que je pouvais pas matériellement le temps de le faire, et ça m'a mis beaucoup de contre-coups personnels. Je me retrouve beaucoup dans cette carte de l'ermite, parce qu'effectivement, j'ai ces deux facettes d'être seul dans ma recherche du steampunk, parce que, encore une fois, c'est ma définition et à moi, et forcément je l'ouvre un petit peu, mais c'est ma recherche à moi, en fait, et qui ne sera pas la recherche de quiconque, de n'importe qui d'autre. Et également, je passe beaucoup de mon temps à faire des conférences dans les médiathèques pour évangéliser tout ce que fait la communauté. Donc oui, je me reconnais beaucoup là-dedans. Je devrais me faire une lanterne comme ça aussi, ça serait trop cool. 9e carte. 4 de bâton. Alors, on a deux jeunes filles qui sont en train d'installer des guirlandes de feuilles, sûrement pour préparer une fête, parce que je vois des rubans, des choses comme ça. Il y a aussi un panier de fruits, et une jeune femme qui est habillée en jaune, et l'autre est habillée en bleu. On a l'impression qu'il y a un côté presque arabisant dans leurs habits, avec les pantalons qui sont les voiles et les pantalons qui sont refermés à la cheville, des pantalons un peu amples. La transparence également du soleil à travers leurs habits. Et puis un grand panier avec des fruits qu'on ne devait sûrement pas trouver à l'époque, notamment des bananes et des mangues. C'est pas le genre de truc qu'on trouve facilement à Londres au 19e. Ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque la vivacité de la communauté steampunk, qui essaye de toujours continuer à créer des choses, à incorporer des nouvelles influences, tout ce qui est multiculturalisme, etc. Et ça m'évoque aussi ce que j'essaie de faire moi aussi dans mon travail, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher des nouvelles choses, et puis d'aller un peu réinfluer un peu de vie là-dedans, et puis de faire en sorte que le steampunk, comme ça n'appartient à personne et qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux, le steampunk c'est toujours une fête, quoi. Le chiffre 4 représente la structure, la solidité. Le 4 de bâton est donc une arcane qui peut faire référence au mariage, à une promesse ou à un contrat. Mais c'est surtout une carte qui évoque la stabilité dans l'émotion, la sérénité et l'harmonie. Ma première grande victoire, 2013, février, je pense que c'est ma première conférence steampunk. C'est après une dizaine d'années d'avoir trifouillé, farfouillé, etc., essayé de savoir de quoi il en retournait, je faisais, suite à la sortie du guide steampunk, ma première conférence dans cette bibliothèque, la médiathèque Maria Rilke. Ça m'a tellement marqué. Et ça m'a apporté plein de choses, ça m'a apporté déjà, personnellement, d'essayer de synthétiser mes idées, parce que moi je suis quelqu'un qui part vraiment dans tous les sens, et donc synthétiser tout ça dans un PowerPoint compréhensible d'une petite heure, questions-réponses comprises. Ça a déjà été un effort énorme, parce que j'ai envie de partager beaucoup de choses et de connaître chacun pour pouvoir de lui donner
les bonnes clés à lui, et aussi ma première rencontre avec un public hors salon, hors convention, qui venait pour découvrir le steampunk, et c'est là où j'ai compris que tout le monde connaissait, en fait. Et ça a été une vraie victoire, parce que un vrai accomplissement, j'ai envie de dire, de me dire que voilà, moi je suis aussi capable de le faire. Dixième lame de tarot, c'est un calice, c'est l'as de coupe. Alors c'est un calice et en même temps c'est une fontaine qui a 4 jets d'eau. Alors ce calice est posé sur un nénuphar, sur une mare, au milieu ce qui semble être une prairie, j'ai l'impression qu'au fond il y a des arbres. Et ce calice est doré et il y a un oiseau qui le surplombe, sûrement un moineau, quelque chose comme ça. Voilà, moi quand je vois un calice, je sais que pour certains c'est un pot à cornichon, mais pour moi le calice c'est le Graal, quoi. Qui est un... le mythe arthurien, la geste arthurienne, c'est un truc qui me fascine et passionne depuis que je suis tout gamin, depuis que j'ai vu Excalibur de John Borman. Pour moi, voilà, et j'organise aussi des jeux de rôle, des soirées enquêtes et ce genre de choses. Et je mets de la geste arthurienne là-dedans, et j'ai été très content de découvrir, il y a quelques années maintenant, que ma passion du steampunk était directement liée au mythe arthurien, parce que les 3 pères fondateurs avaient travaillé sur des ouvrages qui avaient trait au mythe arthurien, et qui ont été réécrits pour devenir les 3-4 romans fondateurs du steampunk. Donc, il y a un lien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la vie qui vient vers nous et qui nous apporte tout ça, et tout est lié. La famille des coupes est associée à l'émotionnel. Le chiffre 1 évoque la force primordiale, l'énergie brute, la graine qui va éclore. L'as de coupe parle d'un amour naissant, d'une ouverture aux sentiments, d'un potentiel émotionnel en éclosion. Suite à cette conférence, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, la conviction que j'étais capable d'en faire, et donc rebondir et pouvoir aller un peu partout avec mon baluchon, un peu partout en France, pour pouvoir aller parler de ces thématiques qui me tenaient à cœur. J'ai aussi appris que dans le public, il y avait 10 000 opportunités de pouvoir parler du steampunk. Et que soigner chacune de ces interventions, c'était me laisser l'opportunité derrière souvent d'aller faire une intervention autre part. Et donc voilà, j'ai appris à être un peu moins punk et à peaufiner tout ce que je faisais. Et ce retour à la vie normale, il n'existe plus après. Quand en France, quand on a sorti son premier livre, on est une sorte d'extraterrestre. Alors que je considère que tout le monde est en mesure de le faire, si moi je l'ai fait. Mais tout a changé parce que j'ai été de nouveau contacté pour pouvoir faire d'autres conférences. J'ai commencé petit à petit, vestimentairement parlant aussi, à changer la façon dont je m'habillais, à force de faire des conférences, de me costumer, de mettre mes goggles, etc. Mais petit à petit, le steampunk a influencé mon métro boulot dodo. Alors, je parle vestimentairement parlant, mais aussi au fait de retourner, de recycler des objets, de revenir à du livre plutôt que du digital, etc. La 11e lame, le 4 de coupe. Là, on a un jeune homme qui ressemble un peu à Dan Aykroyd, jeune, qui est assis dans son bureau. Il a une bouteille de vin derrière lui, il a les pieds... il n'a pas l'air d'être très heureux, par contre. Il sourit pas, il a les 2 pieds sur la table, et il est dans un bureau. Alors, au vu des ouvrages que je vois derrière, j'hésite, j'ai l'impression que c'est une sorte un avocat, ou du moins quelqu'un qui travaille dans le droit, parce que je vois ces ouvrages en haut, tous bien alignés, avec la même couverture. Il y a aussi un crâne dans sa bibliothèque, et des tiroirs, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça m'évoque ma bibliothèque, j'aimerais bien avoir une bibliothèque comme ça, avec des objets. Je suis très intéressé par les cabinets de curiosité. Le 4 de coupe évoque le besoin de répit, c'est le calme avant la tempête. La nécessité d'une pause pour se recentrer et prendre du recul avant de se lancer dans l'aventure.
C'est aussi le début de sentiments plus posés et moins fougueux sur lesquels on peut construire son avenir. Alors j'ai fait quelque chose à un moment donné de ma vie, qui est que j'ai très très vite, comme j'ai vécu en Angleterre et que mon nom embêtait beaucoup mes camarades de travail, j'ai décidé d'écrire sous pseudo. Donc effectivement j'ai écrit sous le pseudonyme Arthur Morgan, qui n'est pas ma vraie identité. Mais voilà, vivre à l'étranger et ensuite écrire sur pseudonyme me permet en fait de construire un personnage. Et c'est ce personnage-là en fait qui est assez différent de celui qui est dans mon métro boulot dodo et qui est aussi assez différent de celui avec mes amis, qui me permet de développer mes connaissances, d'être un peu plus fantasque. Alors que c'est pas vraiment une épreuve, mais cela dit, il y a une envie maintenant peut-être de raccrocher les deux, de raccrocher ma vraie vie, ma vraie personnalité avec cet Arthur Morgan que j'avais choisi en fait à l'époque où je me suis dit si j'en ai marre, je tue Arthur Morgan, je ferai comme Conan Doyle, je tuerai ma création et puis ni vu ni connu, voilà. Mais il y a cette création de ce personnage presque qui est toujours en perpétuel renouvellement, mais qui se rapproche de plus en plus de moi-même. Mais j'ai la conviction que c'est comme beaucoup de gens dans le steampunk et également dans le costume. C'est une façon, on se crée un personnage et c'est d'une certaine façon d'être plus proche de soi-même d'être plus proche de soi-même que lorsque on est dans sa vie de tous les jours avec son uniforme de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent dans le steampunk et dans la Gaslamp Fantasy en se créant des costumes, en lisant même pas les livres, etc., en regardant pas la télé, mais juste la création de ce personnage. J'ai la conviction que c'est la même chose pour la reconstitution historique. On va un petit peu, on a le plaisir de faire soi-même ces costumes, mais on se rapproche de quelque chose, d'une fibre qui est très très personnelle, et on fait un pas de plus vers soi-même. Douzième question. Le cavalier d'épée. Alors là, on revoit encore une dame un peu... Une aventurière, je vois elle a un jawpour, elle porte une épée à son flanc, elle a un chapeau d'aviateur avec des goggles. Il a l'air de faire froid parce qu'elle porte des moumoutes et puis elle est dans la neige. Il y a des hangars derrière et je vois également dans la montagne, il y a la montagne et il y a deux grands zeppelins qui viennent un peu comme ça traverser le ciel. Et je vois dans son dos qu'elle a une sorte de backpack qui doit sûrement lui permettre de voler comme le superbe film Rocketeer. Ouais, alors je sais pas si c'est un jetpack ou si c'est... Comme elle a l'air d'avoir encore quelque chose autour de son cou. Ça lui permet de respirer dans les hauteurs de la ville, mais on a l'impression que cette jeune femme vient d'arriver parce qu'elle a encore les marques de suie sur la joue. Ouais, ça me fait penser à autre chose qui me parle beaucoup. C'est tout ce qui est pulp, toutes les aventures des années 30, toute cette littérature des années 30 qui mélange aventure, aventure, roman noir, où c'est un peu Indiana Jones, où on est dans des gens qui se bagarrent au poing et puis qui sautent sur en même temps les ailes d'un avion en vol. Donc voilà, on est là-dedans et ça me parle beaucoup parce que moi je fais beaucoup de jeux de rôle et on joue beaucoup dans ces ambiances pulp avec mon équipe de joueurs et voilà, ça me donne des idées de scénar. On va peut-être les emmener en Sibérie un petit peu pour aller à la chasse aux zeppelins. Le cavalier est une figure d'action, c'est un héros. Il exporte les valeurs de sa famille même si lui-même ne les maîtrise pas. Le cavalier d'épée est une figure de conquête, c'est une force qui vous pousse. Il peut être un grand orateur, un commercial, un avocat. Il peut aussi être le porteur d'une solution. Qu'est-ce que j'ai appris dans mon parcours ? Alors si on parle juste du steampunk, chacun a sa perception du steampunk, ça c'est quelque chose d'important. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris. C'est que ma vision à moi n'est pas forcément celle de mon voisin ou celle des personnes qui vont pouvoir regarder. Donc ça c'est vraiment aujourd'hui un de mes fers de lance. Quand je fais des conférences, j'explique bien ça, c'est-à-dire que personne peut aujourd'hui venir dire que ce que telle personne fait, c'est du steampunk ou pas. Même en littérature, même en costume, on a quand même des basiques.
des basiques qui font que le steampunk est facilement identifiable. C'est notamment le steam, c'est ce cadre pseudo-victorien, voilà, et cette esthétique victorienne. Et puis ce côté punk, c'est-à-dire on va jouer avec cette esthétique victorienne, et en faire ce qu'on en veut. Mais il y a quand même cette esthétique victorienne qui est très très importante. Et donc, voilà, à partir du moment où on a ces éléments, chacun fait son truc dans son coin, et ça reste du steampunk. Et ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, pour un peu rassurer toutes les personnes qui veulent venir nous voir dans nos conventions, et voilà. Et ensuite, il y a cette dimension punk qui est le do-it-yourself. Et tout à l'heure, on parlait de cosplay, mais je reste convaincu que le fait de fabriquer des choses soi-même, c'est aussi se rapprocher un petit peu. Ces deux choses, c'est se rapprocher encore un petit peu plus de sa fibre personnelle, et de laisser une sorte d'empreinte sur le monde. Lire plein de traités philosophiques là-dessus. Et puis, il y a ça, et puis il faut laisser de l'ouverture. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui. Accueillir des nouvelles personnes, et accueillir d'autres cultures. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le steampunk, malgré toutes les apparences, une bande de petits blancs fans de l'époque coloniale. Hein. Non, au contraire, on vient remettre tout ça en question aujourd'hui. On vient questionner toute cette époque-là. Mais il est important pour nous, ou du moins pour moi, et j'espère pour plein d'autres personnes, d'y faire intervenir d'autres cultures, qu'on soit plus multiculturel. Et donc d'imaginer ce que le steampunk pourrait être si la révolution industrielle avait eu lieu en Inde, avait eu lieu en Chine, avait eu lieu en Afrique surtout, parce qu'il y a un énorme foisonnement culturel, il y a un énorme imaginaire africain qu'on pourrait incorporer dans notre steampunk. Et je termine sur le 3 de coupe. Et donc là, on est dans l'intérieur d'une maison plutôt cossue. Il y a des tableaux derrière. On dirait presque chez moi, dis donc, avec le papier peint à rayures et le soubassement qui n'est pas encore terminé. Et il y a des jeunes gens qui sont assis en train de discuter. Alors, il y a une jeune femme plutôt bien habillée, une autre jeune femme dans une position un peu lascive, avec une tenue un peu arabisante qu'on a pu voir un peu tout à l'heure dans une autre lame. Et ces deux jeunes femmes encadrent quelqu'un d'assez androgyne. Je ne saurais pas dire si c'est un homme ou une femme. En tout cas, il y a un côté un peu chevalier d'Éon où cette personne est habillée de façon masculine. Et sur la table basse, un éventail, un traité avec des goggles, et puis une boule de divination. Alors que veut dire ce 3 de coupe ? Ça m'évoque le fait que le steampunk nous permet d'être n'importe qui, et de pouvoir se costumer comme une personne de la haute, tout comme une personne de pouvoir également, en étant un jeune homme, s'habiller avec des tenues qu'on dirait féminines, et inversement. C'est ce côté transgenre, et peut être aussi une dimension importante dans le steampunk. Les Américains ont beaucoup théorisé là-dessus. Et nous, on voit aussi, de plus en plus, dans les conventions, ce côté transgender qui est hyper intéressant. Le 3 est le chiffre de la créativité et de la fertilité. Le 3 de coupe est une carte de réjouissance. Elle symbolise les retrouvailles entre amis, les projets communs, un premier grand amour, un temps de bien-être et de guérison. Tu dis le 3 de coupe, c'est aussi le travail en commun. Moi, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai un vrai trouble de l'attention, et je me nourris en fait de ce travail en commun. J'ai du mal à créer tout seul, et donc je me nourris de la créativité d'autres personnes, et je suis aussi, et en particulier de la créativité graphique. C'est pour ça que ce tarot me parle beaucoup, parce que voilà, je suis un illustrateur, je fais des livres, mais je suis un illustrateur frustré, et j'aurais aimé avoir ce talent de pouvoir faire des illustrations, et je me nourris beaucoup d'autres choses. Et puis moi je fais pas que du steampunk, je parle de Gasland Fantasy, on a parlé de pulp également, et ce qui m'intéresse le plus dans ces collaborations avec les jeux, avec les autres personnes, c'est de matérialiser un imaginaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le steampunk c'est quelque chose de très important,
de plus en plus important dans les communautés dites geeks, c'est que, comme la fantasy, comme le post-apo, la SF un petit peu moins, on y arrive, mais on arrive à matérialiser cet imaginaire très très facilement. Alors le steampunk avec 2-3 trucs de bric et de broc, je vais faire une brocante, je vais trouver des objets, je vais pouvoir me créer un costume. La fantasy, on a une énorme production de matériel, d'épées, de cosplayers, etc. Et c'est ça qui est hyper important aujourd'hui pour moi, c'est cette matérialisation. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait aussi de Murder Party, de grandeur nature. C'est des dimensions qui, aujourd'hui, m'interpellent et m'intéressent de plus en plus. Le fait de comment je passe de ce qu'il y a dans mon cerveau, ou dans la tête de certaines personnes, ou de collaborations que je peux avoir avec quelqu'un, comment je les sors de livres ou de cartes pour que les gens le vivent. Et ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important pour moi aujourd'hui. Cette nouvelle émission est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Arthur Morgan. Je remercie encore la librairie des 4 chemins pour son accueil, n'hésitez pas à aller y boire un bon café ou acheter vos livres ou vos tarots. Si le sujet du steampunk vous intéresse, pensez à regarder l'émission 8 de Tarot Tor pour découvrir un autre tarot sur ce thème. Avec 5 arcades majeures et 3 figures, le tarot n'a pas pris l'aventure d'Arthur à la légère et nous a présenté un beau portrait de lui, mais surtout de sa vision du steampunk. S'y dessine un mouvement qui nous fait réfléchir sur notre histoire et nous permet de construire ensemble. On notera une présence plutôt équilibrée des familles, correspondant bien avec la présence mesurée de mon invité. Le grand absent du tirage, c'est la famille des deniers, une absence étonnante au vu de la volonté d'Arthur d'ancrer sa démarche dans le concret, mais qui est compensée par la présence des 4 de bâton et de coupe. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai eu un petit souci de caméra et je n'ai donc qu'un appareil au lieu de 2 sur la deuxième moitié de l'interview. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a dérangé. Travailler avec 2 caméras me donne 2 fois plus de travail, alors si cela ne change rien pour vous, c'est peut-être l'occasion de simplifier ma méthode. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Normalement, le prochain portrait sortira en avril et j'ai hâte de le partager avec vous. Une fois encore, je vous invite à me dire en commentaire qui vous souhaiteriez voir dans l'émission lors de cette nouvelle saison. Comme à chaque fois, vous pourrez trouver tous les liens vers les œuvres évoquées dans la description de la vidéo. C'est une bonne occasion de me soutenir si vous en avez envie. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.